Excellence, Monsieur Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, Président de la République démocratique du Congo, Président en exercice de l'Union africaine. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs des délégations, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les chefs exécutifs des communautés économiques régionales, Mesdames et Messieurs les commissaires, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Nous voilà, enfin, physiquement réunis ici, au siège de notre organisation à Addis Ababa, cette ville hospitalière, foisonnante de culture, d'art et d'attraits patrimoniaux historiques et évocateurs d'une beauté jamais ternie par le temps. Excellence, Monsieur le Président Antoine Félix Tshisekedi, au moment où vous allez passer le témoin, permettez-moi de vous exprimer mes vifs remerciements et de vous adresser mes chaleureux compliments pour l'immense travail abattu à la tête de notre organisation continentale tout au long de l'année écoulée. Je salue l'excellente expérience de travail convivial, fructueux et intense que nous avions eue avec vous et sous votre leadership. Excellence, Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal et Président en exercice entrant de notre Union, je vous souhaite la bienvenue et formule des vœux de plein succès pour votre mandat. Votre pragmatisme, votre sens de la méthode, votre détermination et vos ambitions pour l'Afrique soulèvent de réels espoirs que l'entreprise lancée par vos prédécesseurs connaîtra une impulsion nouvelle en dépit des circonstances économiques et sanitaires difficiles. Plein succès à votre présidence. Excellences, Mesdames et Messieurs, la pandémie de la Covid-19 a interpellé le genre humain au plus profond de son être et de sa conscience. Nous ne pouvons, au moment où nous nous retrouvons physiquement pour la première fois, depuis la survenance de la pandémie, échapper à notre part du questionnement sur nous-mêmes, nos doutes, nos angoisses, nos inquiétudes pour notre organisation et pour notre Afrique. Aux deux fléaux majeurs de l'heure, que sont la Covid-19 et le terrorisme à l'échelle du continent, s'ajoutent nos intrinsèques fragilités que les deux fléaux mettent à nu. Sur la Covid-19, le champion en la matière, le président Cyril Ramaphosa, vous présentera l'essentiel de nos efforts ces 2 dernières années, ainsi que les lignes directrices de notre stratégie de résistance et de triomphe futur contre la dévastatrice pandémie. 2 acteurs majeurs seront appelés à jouer un rôle prépondérant dans cette stratégie. Africa CDC, dont l'opérationnalisation est en cours. Il va occuper dans notre paysage institutionnel le statut d'une agence spécialisée, dotée de l'autonomie d'action qui dicte la nature de sa mission, tout en restant solidement ancrée au sein de l'organisation continentale. L'Agence africaine des médicaments, AMA, se prépare à jouer sa partition dans ce combat de promotion de la santé publique, d'existence et de bien-être des Africains. L'acquisition des vaccins et leur fabrication en Afrique paraissent être les points d'orgue de cette stratégie. L'impact de la Covid-19 s'est traduit par la contraction de la croissance de 2,1% en 2020 et par l'accentuation du taux d'endettement de 10 points du PIB. L'Afrique, en raison de l'insuffisance des financements externes pour compenser le faible taux de son épargne, ne pourra pas retrouver la dynamique de sa croissance d'avant la survenance de la Covid-19. Active dans la mobilisation des ressources financières en faveur du continent, tant par la réduction, voire l'annulation de la dette, que par la mobilisation des droits de tirage spéciaux, notre stratégie s'attachera à l'identification, voire l'invention d'autres sources innovantes de financement et de réduction des effets néfastes de la pandémie sur nos économies aux fragilités structurelles bien connues. Notre grand défi est et demeure, en ces domaines, l'acquisition de l'autonomie dans le financement de notre propre développement, par une lutte énergique contre les flux illicites et capitaux, par la réforme de nos politiques fiscales,
et par l'accélération de la mise en œuvre des institutions financières africaines. Sur l'expansion du terrorisme, nul n'ignore désormais que ce fléau prend à l'échelle du continent une ampleur inégalée. Jadis localisé dans 2 zones réduites, le nord du Sahel et la Corne de l'Afrique, il étend désormais ses tentacules au sud du Sahel, au centre, voire aux contrées septentrionales du continent. La situation sécuritaire du continent aujourd'hui est profondément marquée par la métatase du terrorisme et de la dangereuse résurgence des changements anticonstitutionnels. D'ailleurs, les 2 phénomènes établissent des liens de causalité connus de tous. L'un trouve souvent ses prétextes dans la prégnance et l'expansion de l'autre, et la nécessaire lutte contre celui-ci produit l'illusion que le second est la réponse aux échecs avérés dans la lutte contre le premier. La situation sécuritaire du continent appelle désormais une vraie nouvelle approche qui devrait questionner notre architecture de paix et de sécurité et sa corrélation avec les nouveaux facteurs de déstabilisation de l'Afrique. En l'absence de ces sursauts d'intelligence et de décision, je me pose de sérieuses questions sur l'avenir de notre projet phare de faire taire les armes à échéance fixée. La dangereuse expansion du mal requiert une mobilisation internationale plus forte et une solidarité interafricaine plus féconde, plus concrète, plus agissante. Il est particulièrement déconcertant de voir ici ou là des velléités d'engagement non africains pour soutenir les pays africains agressés, alors que le rayon tenu de la solidarité africaine ne permet de voir que l'immensité de la paralysie africaine vis-à-vis des demeures voisines qui s'embrasent. Le contexte marqué par ces 2 fléaux aurait permis d'entrevoir les lueurs d'espoir si le monde n'était pas celui où les égoïsmes nationaux, le repli sur soi et l'affaissement des valeurs de solidarité et de générosité, fruits de notre commune humanité, s'éternissent à vue d'œil. La profonde et irrécusable vérité, pourtant, est qu'aucun pan de la société internationale ne saurait être rassuré sur son sort alors que tous les autres pans ne le seraient point. La crise du multilatéralisme est là, réelle et prégnante. À l'évidence, les tentatives d'approche de l'Afrique sont multiples et cela dénote sans doute un intérêt accru pour le continent. Mais cet intérêt ne s'est pas encore franchement traduit par une considération développementaliste substantielle en faveur de l'Afrique. L'idée, un temps miroité d'un plan Marshall en faveur du continent, s'est peu à peu envolée. Je ne suis pas loin de penser intensement qu'un tel plan pourtant nécessaire ne viendra jamais de l'extérieur. Ici, plus que jamais, le leadership africain est interpellé avec force pour un sursaut de mobilisation des ressources endogènes qui révèle l'immense potentiel du continent. Il n'y a point de salut que dans cette direction africaine pour l'Afrique. Excellences, Mesdames et Messieurs, le contexte passablement dépeint à grands traits est pourtant le cadre dans lequel nous avons, avec le soutien de la plupart parmi vous, pu nous déployer en faisant au mieux que nous avons pu usage des atouts dont nous disposons. Le déploiement dans un tel contexte nous a permis de mettre le doigt sur des zones de douleur que j'ai jugé utile de vous exposer sans détour, sans phare. Ce faisant, j'ai fait confiance à votre sagesse, à votre sagacité et à vos immenses expériences pour m'écouter là-dessus et prendre les décisions idoines, celles que tous les acteurs du continent, les peuples particulièrement, espèrent que vous prendriez. Au premier plan des contraintes vécues, se situent les limites juridiques et politiques. Nous avons certes lancé la réforme institutionnelle de notre organisation. Elle a permis des progrès significatifs sur la voie de l'amélioration de notre gestion et efficacité interne. C'est le lieu de rendre un hommage mérité au président Paul Kagame qui en a été le champion et l'architecte en même temps, qu'aux hommes et femmes dont le chef de l'unité de réforme qui l'ont épaulé dans cette entreprise. En dépit de ces progrès incontestables, Despite all the
undeniable progress, the reform remains silent on the situation of notorious legal fragility of the Commission and its chairperson. Their powers and competences remain the same as before the reform. How do such powers and competences reduce the leadership role of the Commission? Two major questions constrain the Commission to a rather modest role in the African decision-making process. The first is the narrow reading of the concept of subsidiarity. We certainly need to clarify better the relationship of subsidiarity and complementarity between the regional economic communities and the continental organization. Beyond, however, to declare here and there that the decision of an organ of the AU, in this case the Peace and Security Council on Mali, should be dependent on the decisions of a regional organization, namely ECOWAS. There is really a big gap. It is important that our summit brings here the necessary clarification to avoid any detrimental drift to the functioning of our political and security architecture. The second problem, to consider the question of the sovereignty of states. This is a protective shield against all sorts of abuses occurring in a member country. A restrictive, even dogmatic reading of the intangible principle of the sovereignty of the member states raises an iron wall against any intervention by the continental organization, either as a preventive measure through early warning or as a remedy when the crisis has broken out. We should not therefore be surprised under these conditions to see the Commission being treated here and there as a simple secretariat of the states. Sovereignty is not unique to our organization, and I know it. All international and regional organizations are facing this. But its force and the restrictive readings to which it is subjected at the AU remain excessive and are detrimental to the full capacity of the organization for initiative and action. This double handicap was not unrelated to the conduct of the Commission to the face of unconstitutional changes of government, a disastrous wave of which has been sweeping in recent times, and not only in West Africa. It was, however, clear that such situation was almost inevitable if a certain number of measures and political initiatives were not taken with the desired speed. Solidarity and state sovereignty made any proactive action by the Commission impossible. This situation can only result in a gradual slumber of the role of the leader of the organization at the political and diplomatic levels. On this 20th anniversary of the African Union, a day of renaissance, remembrance, assessment, meditation, and projection into the future, I'll call for more inventiveness and the creative spirit to give back to the operational organ of our union greater possibility of action and influence on the political future of our states, in particular when these are in real need for attention. In this effort to awaken the organization through an inventive reflection of the best modes and models, how can we not question our democratic systems and our peace and security architecture? Have these been able to promote operations ensuring the minimum of good governance? The fight against corruption, nepotism, mismanagement, exclusion, have they made it possible to fulfill our dream of an Africa where we have silenced the guns? Are we determined enough to reform our Peace and Security Council? Have we mobilized enough efforts for the reform of the United Nations Security Council by opening, when the time comes, a credible corridor for Africa to enter this body in charge of peace in the world? In a word, have our models made it possible to meet expectations of hundreds of millions of young people and African women burned by the unbearable turpitudes of the political classes with efficiency and ethical values in continual collapse? In other words, have they made it possible to raise the dikes necessary for the easy populism which prepares the ground for coup d'etat and rebellions?
there is certainly a vast number of issues, the perceptive, courageous and innovative consideration of which can no longer be deferred. In the constellation of political constraints, how not to deplore the shortcomings in the application of the dual principle of speaking with one voice and African solutions to African problems. We wonder in many specific cases, what is the purpose of our decisions? In this sphere and many others, in how many situations have we not been led to bitter observation of fact, sometimes more humiliating than embarrassing, of the lack of the imperative need to speak with one voice on our own problems and on those that bring us together with our international partners. Excellencies, ladies and gentlemen, do not blame me for having taken much of your precious time. My understanding of my duty and of the responsibilities which you have honored me with dictates to me the obligation to always speak to you frankly and in all sincerity, while at the same time confining myself ultimately to your great wisdom. Of course, our agenda has a number of issues to which I will refer and address later on. The Palestinian question and the granting of observer status to the State of Israel is one of those specific issues which I will address later. I would like at this juncture just stress two aspects. I would like just at this, that is the first one, the need for a serene debate, far from any attempt to exploit this issue for political purposes, to become aware clearly of the relationship between the unwavering position of the African Union on the cause of the Palestinian people and the recognition of observer status for Israel. Our commitment to supporting the Palestinian people in their legitimate quest for freedom and independence, and their inalienable right to the establishment of their own national state alongside the State of Israel, in conformity with the relevant decisions of the African Union and the United Nations based on the principle of two states living together in peace, harmony, and mutual respect, and is unchanging and can only continue to grow stronger. The second aspect is my intimate conviction that the observer status granted to Israel in full compliance with the state criteria, which governs the matter, makes it possible to give our organization more latitude and the possibility of playing its role in the promotion of our decisions on the issue, exactly like the Afro-Arab countries, which have made the recognition of Israel an instrument in the service of peace and the quest for the best ways and means for the confirmation of the principle of two Palestinian and Israeli states living in perfect harmony. The second specific issue relates to our partnerships. The proliferation of these partnerships, a sign of interest in Africa and the dynamism of our continent and its organization, no longer allows us to engage in them without really revisiting our approaches to such partnerships. It is imperative to focus them on concrete, transformative and integrating mega projects in 5 priority areas of peace and energy, infrastructure and energy, climate change, innovative development financing, training of youth, and empowerment of women. These projects currently under execution require the mobilization of substantial financial resources to achieve the structural transformation of our economies. This is the only way to achieve inclusive and sustainable growth capable of cushioning the impact of shocks such as financial crisis, the effects of climate change, and pandemics. I hope that the summits that we are planning this year with our partners will be decisive moments for the implementation of a vision of international partnerships of Africa with the rest of the world. Such a redefinition of our strategic partnerships constitutes, in my view, a decisive lever for the role of Africa in the design of a new world order in harmony with our hopes. I thank you.